Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence virtuelle à ce webinaire dédié à la présentation du master spécialisé Cybercide pour cybersécurité des systèmes complexes pour l'industrie et la défense. C'est un master qui est coporté par l'École de l'air et de l'espace de Salon-de-Provence et l'École centrale Méditerranée, dont le campus principal se situe à Marseille. Je me présente, je suis Jean-Marie Rossi, je suis directeur des programmes de la formation continue et des masters spécialisés à l'École centrale Méditerranée. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par le commandant Alain, commandant du Centre d'excellence cyberdéfense aérospatiale de Salon-de-Provence et co-directeur côté École de l'air du Master Cybercide, du capitaine Sébastien, adjoint au chef du CEC, responsable également de la formation du Master Cybercide à l'École de l'air. Nous aurions dû avoir le professeur Caroline Fossati, qui est la co-directrice du Master Cybercide côté École centrale Méditerranée, mais un imprévu familial l'empêche d'être parmi nous ce soir. Nous aurons également Céline Auger, qui est chargée de développement pour le master à l'école centrale et pour l'ensemble des masters spécialisés. Et nous aurons aussi le témoignage de Yann Fontaine, qui est un étudiant actuel de la promotion 2023. Alors, le webinaire va s'articuler en plusieurs temps. Dans un premier temps, je vous rappellerai brièvement ce qu'est un master spécialisé et je vous dirai ensuite les informations sur les écoles sur la raison du partenariat entre les établissements qui ont donné lieu à la naissance de ce MS. Ensuite, je laisserai la parole aux responsables pédagogiques du master qui vous fourniront tous les détails sur la formation. Ensuite, Yann partagera également son expérience avec vous. Céline vous donnera enfin toutes les informations pratiques concernant les candidatures pour ce MS. Et puis nous terminerons bien sûr par une séquence de questions-réponses. D'ailleurs, je vous invite à poser dès maintenant vos questions dans l'onglet Discuter de Zoom et nous y reprendrons en fin de webinaire. Je vous informe avant de démarrer que ce webinaire va être enregistré et que vous pourrez très prochainement le retrouver sur la chaîne YouTube de l'École centrale. Alors, le webinaire de présentation du master Cybercide. Quelques mots sur la création de ce master. Alors, ce master est le fruit d'un partenariat entre quatre acteurs prestigieux. Euh, c'est un constat partagé d'abord par deux organismes stratégiques qui a mené à la création de ce master. Tout d'abord, le commandement de la cyberdéfense, ou comme cyber, qui est l'organisme qui rassemble l'ensemble des forces de cyberdéfense du ministère des Armées. En effet, devant l'amplification des attaques cyber et la nécessité de défendre tous les systèmes d'information, dont les systèmes d'armes, mais aussi de concevoir, de planifier et de conduire des opérations militaires dans la cyberdéfense, l'enjeu de former des cybercombattants est un enjeu de plus en plus stratégique et prioritaire pour le ComCyber. Et donc, le ComCyber s'est naturellement tourné vers une de ces écoles militaires, en l'occurrence l'école de l'air et de l'espace de Salon-de-Provence, pour exprimer ce besoin de formation. Au même moment, un besoin similaire a été exprimé par un partenaire historique de Centrale Méditerranée, qui est le centre du CEA de Cadarache, qui est l'un des 9 centres de recherche du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et qui est parmi les plus grandes institutions de recherche et de développement technologique pour l'énergie en Europe. C'est tout naturellement que ces deux écoles, qui se connaissent très bien et entretiennent de très bonnes relations, ont uni leurs forces pour bâtir ce programme de haut niveau, répondant aux attentes à la fois de l'industrie et de la défense, pour créer ce master cybercide. Donc vous voyez ici un petit peu la logique de construction, ce qui a amené à la genèse de ce master, un besoin émanant du haut commandement de la cyberdéfense, un besoin émanant d'un des grands partenaires industriels de Centrale. Chacun a sollicité ces écoles et finalement, ces deux écoles se sont mises autour d'une table et ont créé ce programme pour répondre aux besoins actuels. Alors, deux mots sur les écoles qui comportent ce programme. L'École centrale Méditerranée et l'École de l'air et de l'espace, ce sont deux grandes écoles d'ingénieurs publics, une sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et une sous la tutelle du ministère des Armées. Vous pouvez voir ici une photo des campus respectifs des deux écoles. Alors, quelques mots sur Centrale Méditerranée. Centrale Méditerranée, anciennement Centrale Marseille, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui a maintenant deux campus. Un campus principal sur Marseille et un campus secondaire depuis la rentrée de septembre sur Nice. Euh,
c'est comme les autres écoles centrales, il fait partie du groupe des écoles centrales, au même titre que Centrale Supélec, Centrale Nantes, Centrale Lille et Centrale Lyon, et qui regroupe aussi des écoles à l'étranger, comme Centrale Pékin, Centrale Mahindra en Inde et Centrale Casablanca au Maroc. À ce jour, nous formons environ 1100 élèves par an, hein, ce sont des promotions d'environ 350 élèves, dont 25% d'étudiants internationaux. Plus d'une centaine d'entreprises sont partenaires et également plus d'une centaine de partenaires académiques à l'international permettent à nos élèves d'effectuer des mobilités. Nous avons environ une centaine d'enseignants-chercheurs permanents dans l'école et plus de 200 intervenants, experts, professionnels, issus de l'industrie ou d'organismes de recherche. D'ailleurs, l'école donne une part importante à la recherche puisqu'elle compte 8 laboratoires en co-tutelle au sein duquel travaillent les enseignants-chercheurs de l'école. Cette école, qui est issue de la fusion de plusieurs écoles d'ingénieurs, dont certaines qui sont plus que centenaires, compte plus de 11 000 diplômés au jour actuel. Sa vocation est de former des ingénieurs généralistes et des managers innovants, ouverts à la coopération à l'international et empreints d'un grand sens des responsabilités. Et pour cela, elle offre une gamme complète de formations qui va d'un bachelor Bac+3 qui est ouvert cette année à Nice, à son cursus classique d'ingénieur, mais également des formations de type gradué de programme et bien sûr des masters spécialisés. Alors, l'école de l'air et de l'espace de Salon est une école qui forme des experts dans les domaines aéronautique et spatial, aptes à combattre, à faire face dans un contexte d'affrontement multiforme dans les espaces cyber-informationnels. Et cette école forme également, bien sûr, des officiers et des pilotes. Et euh, cette école a, depuis quelques années, mis la cyberdéfense comme une priorité stratégique, d'où la création d'un centre d'excellence en cyberdéfense sur le site de l'école de l'air à Salon-de-Provence, hein. Euh, Cette école, d'ailleurs, qui aussi fait une paire balle à la recherche et qui développe d'autres formations de team master spécialisés et d'autres activités de recherche, notamment autour de la cybersécurité. Alors, ça, ce sont les écoles, mais en dehors des enseignements intensifs, ben, il faut aussi pouvoir se détendre et passer de bons moments dans les écoles. Et que ce soit à l'école de l'air ou à l'école centrale Méditerranée, ces deux établissements proposent énormément d'activités, de loisirs, de sports culturels et festifs, grâce en partie à la richesse de leur vie associative. Donc, parmi toutes ces associations, il y en a forcément une ou plusieurs pour vous qui vous permettront de vous relaxer et de nouer des liens de camaraderie avec les différents élèves des établissements. Alors, bien sûr, ces moments agréables, vous pourrez aussi les prolonger ben, dans les villes où vous vous trouverez en formation euh, et profiter des atouts des deux villes qui vont accueillir le master spécialisé. Alors bien sûr, Marseille, euh, la ville la plus ancienne de France, deuxième ville de France, hein, avec son patrimoine extraordinaire, son vieux port, son Mucem, ses kilomètres de côte, son stade Vélodrome bien sûr, et son parc national des Calanques, qui est une ville touristique, hein, qui accueille énormément de touristes chaque année. Et cette ville jouit d'un environnement exceptionnel qui vous permettra d'avoir des moments de, de bon temps en dehors des enseignements. Et puis Salon se déroule la majorité des cours du master spécialisé. C'est une petite ville dynamique de Provence où il fait bon vivre, qui allie le charme d'une petite ville avec la campagne et de nombreuses activités urbaines. C'est la capitale des huiles et des savons, mais c'est également la base de la patrouille de France, hein, d'ailleurs, qui est basée juste à côté, et qui fait partie des toutes premières villes de Provence où il fait bon vivre, et où vous trouverez, j'en suis sûr, des nombreuses activités à faire en dehors de vos enseignements. Alors, pourquoi faire un master spécialisé? Peut-être rappeler pour certains la différence qu'il y a entre un master ER et un master spécialisé. Un master spécialisé, c'est une formation professionnalisante, exigeante et de haut niveau, qui s'adresse à la fois à des jeunes diplômés Bac+5 souhaitant compléter leur formation initiale, soit leur formation d'ingénieur, soit leur formation de M2 en sciences, mais également à des professionnels souhaitant un nouveau tremplin pour se réorienter ou pour booster leur carrière. C'est un label de la Conférence des grandes écoles, hein, un label de spécialisation accrédité par la Conférence des grandes écoles qui atteste de la qualité de ce programme. Alors, en particulier, quel est l'intérêt de venir faire ce master et un master en partenariat entre l'école centrale et l'école de l'air?
Eh bien, de quoi vous bénéficierez quand vous vous engagerez dans ce master? Vous pourrez vous engager dans un programme qui répond à 100% aux attentes actuelles des entreprises en termes de besoins cyber. Vous bénéficierez d'une formation de haut niveau et d'un suivi individualisé par une équipe qui est toujours à votre écoute et qui sera là à votre disposition pour vous aider dans la recherche de votre stage ou dans la construction de votre projet professionnel. Grâce au programme que décriront mes collègues par la suite, vous verrez que vous deviendrez un expert reconnu et un expert recherché par les recruteurs actuels, ce qui boostera votre employabilité ou permettra, pour ceux qui sont déjà en exercice, de donner une nouvelle dynamique à votre carrière. Et enfin, vous aurez la chance de profiter de la puissance et de l'exigence de deux marques reconnues, deux grandes marques, la marque centrale et les marques École de l'air, et vous pourrez ainsi rejoindre le réseau des nombreux alumni. Voilà un panel un peu général. Et donc maintenant, je vais passer la parole à mes collègues de l'École de l'air pour rentrer dans le vif du sujet et vous décrire le master CyberSyn. Merci, tu peux passer à la diapo suivante. Ouais. Alors, ce master, il est quand même orienté et spécialisé d'un côté pour l'industrie et de l'autre côté pour la défense. Pourquoi pour l'industrie? Ben, l'industrie, en fait, au fil des années, depuis 1784 jusqu'à aujourd'hui, elle a connu, on va dire, trois grandes évolutions. Donc, on est passé d'abord à l'industrie 2, puis après à l'industrie 3, puis aujourd'hui à l'industrie 4.0. Et l'industrie 4.0, aujourd'hui, contient beaucoup de numérique. Et forcément, avec ce côté numérique, il y a beaucoup de vulnérabilités qui sont arrivées. Et aujourd'hui, on a un gros besoin en cybersécurité dans ce domaine. Et malheureusement, le CEA est à l'origine de ce master pour ce point précis. Il n'y a pas de de spécialistes cyber dans l'industrie. Dans la défense, on a un peu le même problème. C'est la défense, on a des moyens qui sont très spécifiques et on n'a pas d'experts cyber civils, que ce soit pour Airbus, pour Thales, qui sont spécialisés dans la cyber pour la défense. Donc, forcément, ces deux besoins aujourd'hui sont très présents et expliquent ce master. Tu peux passer à la diapo suivante. Euh, Comme je disais, voilà, avec l'industrie 4.0, aujourd'hui, on a beaucoup d'automatisation, on a beaucoup surtout d'interconnexion entre des systèmes informatiques traditionnels, on va dire, et des systèmes informatiques industriels, voire des objets connectés. Donc, l'EMS aujourd'hui couvre l'ensemble de ces besoins-là. Donc, il y a forcément une partie informatique traditionnelle, mais il y a aussi vraiment une partie industrielle, outils, voire objets connectés. Ouais, vous le savez, voilà, il suffit de suivre l'activité de la cyber pour en avoir conscience, mais aujourd'hui, l'industrie est une cible privilégiée des cybercriminels, donc ça touche beaucoup de domaines. La santé en est un, mais c'est pas le seul. C'est le deuxième secteur le plus touché par les cyberattaques en 2021. Et aujourd'hui, on peut noter que trois quarts des acteurs industriels ont fait l'objet d'au moins une intrusion malveillante dans leur structure. Ça, c'est le rapport de Fortinet en 2023. Il y a plein d'exemples. Le CHU de Rouen, par exemple, voilà, la santé en fait beaucoup parler. Du côté de la défense, bah, il suffit de regarder ce qui s'est passé en Ukraine, hein. Il y a eu beaucoup de communication dessus. On voit que la cyber prend une place pas majeure, mais en tout cas importante dans ce conflit. Donc, c'est vraiment un vrai besoin actuel. Et du coup, la cible de CMS, c'est vraiment de venir combler ce manque qu'il y a dans ces deux domaines-là. Alors, comme je disais, on voulait combler ces deux objectifs-là, donc ces deux domaines-là, pardon. Du coup, quels sont les objectifs du MS exactement? Bah, le premier, c'est que vous, quand vous veniez, vous compreniez bien les enjeux cyber spécifiques à l'industrie et à la défense. Comment vous allez pouvoir vous positionner dans ces domaines-là. Enfin, il va falloir que vous ayez une acquisition des techniques de renforcement de la cybersécurité vraiment focalisées sur ces deux domaines-là, les méthodologies de détection et de réponse à des cyberattaques, et enfin l'intégration de la cybersécurité dès la phase de conception des systèmes, parce que on le voit encore beaucoup trop souvent, la prise en compte de la cyber dans les projets, elle est beaucoup trop tardive. Donc là aussi, on va vous expliquer et vous apprendre à mettre en place de la cyber tout au long du projet de vie d'un système.
Alors, qu'est-ce qu'on va Merci. trouver pour ce site? Pardon, vas-y, je laisse la main à Alain qui va prendre la suite. Merci du coup pour ces éléments et un point important, ce sont les objectifs qui ont été énoncés pour le master spécialisé. Pour ma part, je vais vous parler de l'organisation et du contenu en essayant d'être suffisamment précis hein, sur les différentes étapes qui amèneront justement à la thèse professionnelle. Le master spécialisé est composé, on va dire, de trois parties, ce que vous voyez en volume. Hein. Donc, on a un total de 300 heures qui va concerner en fait l'ensemble des formations. Donc, c'est les formations qui vont être faites aussi bien par Centrale Méditerranée que par l'école de l'air, mais tout un ensemble aussi de spécialistes et d'experts dans différents domaines qui vont venir pour contribuer à votre formation. Vous avez en bas à droite 80 heures parce qu'en fait, dans cette partie de formation, il y a un projet. Donc, c'est un projet qui est en groupe, que je détaillerai plus précisément après, qui va permettre de pouvoir un petit peu finaliser l'ensemble des modules qui auront été présentés et enseignés durant la première partie de la formation. Donc, c'est une sorte finalement de synthèse qui concourra à avoir une vision assez complète, aussi bien sur la partie industrielle que la partie, on va dire, un peu plus classique, pour mettre en place une cyberprotection, une cyberdéfense adéquate. Et vous avez sur la gauche donc la thèse professionnelle. Donc, c'est un stage de 4 à 6 mois qui est sur la deuxième partie de l'année. Donc, comprenez par là que la première partie étant de octobre jusqu'à mi-février. Et ensuite, donc c'est une thèse professionnelle classique, donc en entreprise, avec à la fin un jury et donc la fin de la formation. Alors, ce slide-là, il est intéressant parce que donc, le NIST, enfin, le modèle, l'outil de cybersécurité proposé par le NIST, il est vraiment documenté, donc c'est un référentiel qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il propose tout un ensemble de normes, de méthodologies, de bonnes pratiques qui visent à renforcer la cybersécurité d'un système d'information. Et en fait, on a mis ce slide-là parce que on s'est calé en fait sur ce modèle et sur cette taxonomie qui nous semble pertinente afin de découper le master spécialisé pour répondre à tous ces enjeux-là. Donc, toutes les différentes étapes que vous avez, donc aussi bien l'identification que la protection, le durcissement et le renforcement d'un système d'information, la détection, donc ça, je vais vous en parler juste après, la réponse, comment est-ce que je réponds efficacement à un événement de sécurité, et ensuite la remédiation et tout ce qui concourt du coup à la gestion de crise et faire en sorte que mon État retourne dans un système nominal. Donc, pour être un petit peu plus précis, les deux premiers modules, ce que vous avez sur la gauche, en haut à gauche, donc le 1 et le 2, c'est vraiment une remise à niveau et c'est des fondamentaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fondamentaux? En fait, c'est ce que nous considérons comme éléments de base, prérequis et nécessaires à pouvoir appréhender de manière, on va dire, efficace les autres modules qui sont présentés juste après. Donc, c'est une vision qui se veut assez généraliste, donc qui va couvrir aussi bien du droit que des concepts fondamentaux, donc c'est de la pratique et de la théorie. Une catégorisation de la menace, mais qui sera vraiment employée après, par exemple dans le module 3 que je détaillerai juste après. Donc voilà, on a vraiment ici une culture qui nous semble vraiment essentielle pour pouvoir appréhender les autres UE. À noter qu'il y a aussi la possibilité donc, de passer le CCNA, donc l'École de l'air et de l'espace est partenaire avec Cisco Academy, et donc nous mettons en place et nous offrons la possibilité de passer le CCNA académique, donc qui est composé de 4 niveaux, ainsi que le Network Security. Vous avez donc ensuite en module 3 la cartographie des systèmes. Donc en fait, on va suivre une logique. Donc c'est la compréhension d'un système d'information sur lequel on est. Comment est-ce que je vais faire en place de la cyberprotection? Donc on va faire de l'analyse de risque, on va faire des audits, on va faire du durcissement, une compréhension de la cartographie des systèmes, une compréhension de la menace. Qu'est-ce que c'est que la menace? Donc demain, j'arrive dans une entreprise. Si je dois mettre en place une stratégie de détection, comment je fais? Comment je mets en place aussi une stratégie adaptée à une menace, donc à un environnement donné. Donc ça, c'est une vision qui est enseignée, aussi bien d'un point de vue pratique que théorique, afin que l'apprenant, lorsqu'il arrive dans une entreprise, ait déjà des outils lui permettant de pouvoir répondre déjà à cette première problématique. Une fois que j'ai mis en place ma stratégie, une fois que j'ai une vision, je vais donc arriver au module 4. Et donc là, je vais pouvoir pratiquer. Donc, je vais mettre en place ces bonnes pratiques. On parle de durcissement système, on passe de concepts de sécurisation classique, hein, donc c'est dans le firewall que les équipements actifs, mais on va un petit peu plus loin. On a aussi donc la cryptographie, donc une compréhension des échanges sécurisés, donc des protocoles sécurisés.
Et on a aussi du coup la sécurité des logiciels. Alors, il faut bien comprendre ici en fait que l'UE4, c'est vraiment les piliers de la cybersécurité qu'on les entend. Donc, c'est la sécurité des données, sécurité des systèmes, sécurité applicative et sécurité de l'utilisateur. Donc, c'est vraiment les piliers qui nous permettent de pouvoir avoir une réflexion, on va dire, holistique sur notre système d'information. L'UE4, méthode et outils de détection. Là, on va aller un petit peu plus loin. On va donc utiliser des approches mathématiques, donc des approches de machine learning, deep learning, ainsi que du data mining appliqué à la cyber, donc du traitement de données et le fait de pouvoir avoir un traitement enfin, adapté à la compréhension de la menace cyber. Vous avez également les mécanismes et outils de détection. Donc là, on a, au travers de l'UE4, mis en place un système d'information qui est sécurisé, qui répond en tout cas à des enjeux de cybersécurité, on va dire globale. Là, on va attaquer la cyberdéfense. Donc, c'est comment est-ce que je mets en place des mécanismes me permettant de détecter. Donc, quelles sont les politiques que je vais mettre sur mes systèmes d'information afin de pouvoir générer des événements de sécurité, comment je vais pouvoir les ingérer, les détecter. Donc, on va parler de SOC, on va parler d'équipements terminaux au niveau des postes informatiques. On va parler donc du coup de toute la partie analyste SOC, donc les trois niveaux, analyse N2, N3, jusqu'à la partie 6 heures, donc la partie réponse à incident, afin de pouvoir avoir une vision complète du traitement de la menace. Et c'est là qu'on va arriver à l'UE6, et on est plus du coup sur la réponse. Donc là, on sort du SOC et on arrive sur la partie 6 heures, certes, en tout cas avec les différenciations sur l'aspect métier. Euh, Comment est-ce que je fais une réponse à incident? Voilà. Quelle est la différence avec une investigation numérique? Quelles sont les différentes étapes? Quelles sont les bonnes pratiques? Donc, on va sur de la méthodologie, on est sur de la pratique, on est sur euh, la, la, la partie technique. Donc, on va assez loin en partie technique, mais on va aussi loin sur les concepts. C'est-à-dire que je ne vais pas simplement me contenter de répondre aux problématiques de l'investigation numérique. Il faut aussi que je réfléchisse à un PCA-PRA, par exemple, un PCI-PRI ou un BIA. Il faut que je puisse répondre dans mon entreprise à faire en sorte de pouvoir retourner dans un état nominal en tout cas dans un temps acceptable. D'où la dernière étape, la remédiation. Le 7, dont je vous parlais tout à l'heure, est les 80 heures du projet en équipe. Voilà, c'est fait en trinôme généralement, modulo effectivement le nombre de personnes par promotion. Mais l'idée, c'est qu'on puisse avoir une réflexion sur un problème donné. Donc demain, vous arrivez dans un cas réel, j'ai une entreprise qui a cette configuration donnée. Je souhaite mettre en place une infrastructure sécurisée. Et donc, il faut prendre en compte tout un ensemble de critères qui ne sont pas simplement techniques, qui sont aussi environnementaux, qui sont contextuels, qui sont financiers, afin de pouvoir proposer une solution adaptée à ce qui est attendu. Le dernier point, l'électif est particulier. Donc, il y a deux types d'électifs. Un électif défense, qui est, comme précisé, soumis à une habilitation, et un électif transport énergie. Alors, qu'est-ce que c'est finalement l'électif? C'est la mise en condition réelle pour les apprenants de pouvoir toucher du doigt, notamment ce qui a été dit tout à l'heure, par exemple, sur la partie défense. Défense, eh ben, c'est avoir comprendre au sein de l'armée de l'air et l'espace certains systèmes d'information au travers de conférences. Voilà, on va toucher du doigt et on va quitter un petit peu l'environnement scolaire pour entrer dans un environnement qui est professionnel, opérationnel et avoir une explication, en tout cas, des acteurs du terrain, sur le terrain, pardon. Et c'est équivalent, par exemple, pour le transport énergie. Enfin, je laisse la main à Sébastien pour cette partie. Ouais, je vais reprendre la main. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Dans le cadre de la formation, les intervenants, vos formateurs, ce sont des experts. Donc, faut bien comprendre que les civils, bah, ça va être facile parce que quand ils vont venir, ils vont se présenter comme venant d'Airbus, du CEA, de Thales ou autres. Ils ont une expertise qui est fortement reconnue, ne serait-ce que par leur appartenance à ces établissements. Et ce sont des vrais experts du domaine. Mais vous avez aussi des militaires qui vont venir. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'ils sont militaires que ce ne sont pas des experts. Ce sont également de vrais experts du domaine qui sont en première ligne dans le cyberespace quotidiennement et ils savent de quoi ils parlent. Et quand ils viennent, c'est qu'ils vous apportent une vraie expertise et c'est un vrai enrichissement pour tout le monde d'avoir ces deux aspects, en fait, d'avoir l'aspect civil et l'aspect militaire. Donc c'est enrichissant pour les civils qui découvrent un peu le côté militaire, c'est enrichissant pour les militaires qui sont dans la formation, qui découvrent aussi un peu comment ça se passe dans le monde civil. Donc c'est une vraie plus-value et c'est un vrai point fort de ce master spécialisé.
Voilà, là, vous avez à peu près un panorama des acteurs. Donc, il y a le Crédit Agricole, par exemple, qui vient. Il y a Alstom, il y a les hôpitaux de Marseille qui s'occupent de la partie santé. Il y a Réa Group, il y a Airbus, il y a les aéroports de Marseille, il y a le port de Marseille aussi, il y a Naval Group. Voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui intervient. Ça fait un panorama très riche et très enrichissant. On a aussi un gros réseau pour la partie test professionnel et embauche. Je pense qu'on en reparlera après pour les embauches. Mais voilà, tous ces gens qui sont là, vous voyez que ce sont pour la plupart des très grands groupes et ils ont tous accueilli et ils accueillent tous généralement quasiment chaque année certains de nos stagiaires. Et pour la plupart, ou en tout cas jusqu'à maintenant c'était 100%, ils ont tous été embauchés là où ils ont fait leur thèse à l'issue de CMS. Vous voyez, c'est une vraie opportunité de pouvoir intégrer Airbus, Thales, Naval Group, le CEA, Technicatom, l'ANSSI. Voilà. Il y a eu plein d'opportunités et il y en aura encore plein d'autres. Alors, pourquoi le master spécialisé cybercible? Alors, tout à l'heure, on en a déjà touché un mot, mais voilà, si vous voulez être ingénieur expert, ben, vous allez acquérir des compétences spécialisées et transversales, reconnues et valorisées par les entreprises. Alors, reconnues et valorisées, je vous disais tout à l'heure, les entreprises, on a 100% d'embauche, elles sont toutes demandeurs de stages. En tout cas, les grands groupes les plus connus et ceux qui travaillent le plus avec nous sont tous demandeurs. Vous allez pouvoir vous engager dans un domaine qui recrute intensément et qui offre parmi les plus belles perspectives de carrière. Voilà, je pense que si vous êtes tous là, vous êtes tous au moins renseignés une fois, ne serait-ce que par curiosité, sur les salaires moyens dans le domaine de la cyber. Et vous voyez qu'on n'est pas à plaindre. J'accède à des postes diversifiés à haut niveau de responsabilité dans tous les domaines industriels. C'est vrai, on va en reparler un petit peu après. Ce master spécialisé vous ouvre les portes vers un panel très large de postes différents et possibles. Motivé par un sens élevé de la responsabilité, bah, vous pourrez être fier de contribuer à la sécurité nationale si vous vous engagez dans le domaine de la défense, mais pas que. Si vous vous engagez dans l'énergie, par exemple, ça contribue aussi à la sécurité nationale. Ça fait partie des OIV, donc des organismes d'importance vitaux de la nation. Il n'y a pas que la défense qui contribue à la sécurité nationale de la nation. Vous allez donc pouvoir aussi participer à la protection des infrastructures industrielles critiques, j'en parlais. Il y a l'énergie, mais il n'y a pas que, hein. Il y a aussi les transports, il y a aussi d'autres domaines, la santé, par exemple. Voilà. Je relève des défis stimulants dans un domaine en constante évolution pour faire face à des cyberattaques de plus en plus sophistiquées. On en parle depuis le début. Le cyberespace, il évolue constamment. Les attaquants, à chaque fois que nous, on trouve une parade, ben, ils trouvent des nouvelles attaques. Et nous, on va encore devoir trouver des nouvelles parades. Ça évolue constamment, c'est des défis constants et forcément, c'est très stimulant. Donc, c'est aussi un domaine où on s'ennuie peu. Curieux et passionné, je bénéficie de l'excellence du corps professoral professionnel de haut niveau issu de l'entreprise et des organismes publics. On en a parlé. La totalité de vos intervenants sont des experts reconnus du domaine, cyber et ou industriel. Alors, curieux et passionné, dans le domaine de la cyber, c'est un impératif. Pourquoi? Parce que bah, c'est un domaine qui évolue constamment. Si vous n'êtes pas curieux, si vous n'êtes pas passionné par le domaine, rapidement, vous allez vous retrouver sur la touche et vous allez devenir obsolète. Donc, ces deux caractéristiques-là sont indispensables pour ce domaine-là. Voilà, je vais laisser la main à Yann qui va témoigner de son expérience cette année. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yann, donc j'ai 38 ans et il y a 3 ans de ça, j'ai commencé une reconversion dans les métiers de l'informatique. Je m'intéressais particulièrement à la sécurité offensive sur les microcontrôleurs et surtout l'espace IoT. Et donc, j'ai effectué au cours de ma reconversion une mission en sécurité maritime qui m'a beaucoup plu et qui m'a dirigé un peu vers les métiers de la défense. Et donc, en fin de Master Pro, je me suis inscrit au Master spécialisé pour justement acquérir cette expérience et du milieu de l'industrie et du milieu de la défense pour pouvoir me diriger vers ces métiers-là. Donc, l'EMS, quand j'y suis arrivé, la première chose qui m'a vraiment touché, c'est la diversité des profils. Donc, on est 13 dans notre promotion et
les 13 personnes ont des profils assez différents. Donc, on a des personnes qui viennent de l'industrie, des personnes qui viennent des télécoms, on a des personnes qui sortent d'école, donc on a des personnes jeunes et moins jeunes, on a des civils, on a des militaires, mais on a aussi des étudiants étrangers. Donc, en fait, tout ce melting pot réuni dans la même auberge, finalement, eh ben, ça fait des étincelles et donc les idées fusent toujours et le fait, ne serait-ce que d'être au contact d'autant de profils divers et enrichissants, bah, c'est une énorme plus-value au-delà de toutes les infrastructures et au-delà du confort qu'on a au niveau de l'encadrement du MS. Donc, en plus de toute cette diversité, donc il y a aussi la diversité des enseignements parce qu'on apprend énormément de choses. On apprend tout ce tout ce qu'a pu citer le commandant Alain dans le cursus. C'est très vaste, mais en même temps, c'est nécessaire et ça donne une bonne vue globale de la situation. Il y a aussi beaucoup d'ouverture sur les technologies d'avenir pour la cybersécurité et la cyberdéfense. Donc, on a par exemple un module d'intelligence artificielle appliqué à la détection, ce qui est très pertinent pour l'avenir de la profession. En plus de ça, donc, c'est certes de la redite, mais j'aimerais mettre un point d'honneur sur l'excellence des intervenants et de l'encadrement du MS. Donc, on a vraiment des experts qui sont sur le terrain tous les jours et qui viennent nous partager leurs expériences. Donc, au-delà du contenu qui nous est partagé, en fait, on a aussi des retours d'expérience. Donc, on a beaucoup de conseils de spécialistes dans leur domaine pour nous-mêmes devenir, à l'issue de la formation, des spécialistes sur nos sujets. Et donc, pour finir, au niveau de l'insertion professionnelle, donc comme vous avez pu l'entendre, 100% d'embauche en fin de MS. Là, actuellement, sur la promotion, on a beaucoup d'élèves engagés qui sont engagés à des postes à responsabilité dans des entreprises ou dans des institutions qui sont à la pointe de la cybersécurité en France ou dans le monde pour certains. Donc, pour en citer quelques-uns et pour pas faire de jaloux, on a Orange Cyberdéfense, on a Thales, on a Airbus, on a Naval Group, on a le CEA, je suis sûr que j'en oublie, on a General Electric, donc que de très gros acteurs finalement du domaine, et ce qui prouve la pertinence de cette proposition et la bonne décision stratégique qui a été prise par nos établissements de référence, donc Centrale et l'École de l'air et de l'espace, mais aussi le CEA et le ComCyber. Merci beaucoup, Yann. Je crois que je vais repasser la main à Sébastien pour nous dire un petit peu, alors pour prolonger un peu le propos de Yann, hein, sur qu'est-ce qu'on fait ensuite à la sortie. Voilà, c'est ça. Donc, tout à l'heure, on disait, voilà, on a 100% d'embauche dans une grosse diversité d'emplois. Forcément, bon, la cible prioritaire en sortie, ça reste le responsable de la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise, d'un grand groupe ou d'un petit groupe, en fonction des embauches que vous avez. Mais vous pouvez aussi trouver des postes de CISO. Alors, CISO, c'est plutôt responsable d'informatique opérationnel, qui est un peu moins centré sur la cyber, mais souvent, dans les entreprises, finalement, quand vous êtes CISO, vous êtes aussi RSSI, donc vous retrouvez finalement à peu près des postes similaires. Mais vous pouvez aussi être responsable d'un SOC, vous pouvez être responsable d'un CERT au sein d'un groupe, vous pouvez avoir un rôle opérationnel cyber dans un groupe, donc par exemple dans un cabinet de conseil, dans un cabinet d'assistance, dans un centre de réponse à incident, dans voilà, plein de choses. Vous pouvez être architecte de sécurité, vous pouvez être consultant en cybersécurité, et en fait, il n'y a quasiment pas de limite aux postes sur lesquels vous allez pouvoir postuler. Si vous regardez un peu tous ces groupes-là, tous ces postes-là, vous vous rendez compte que nous, on veut vraiment vous former sur des postes à responsabilité. Si vous voulez venir au MS pour devenir un technicien super pointu dans le domaine, c'est pas la bonne place. Voilà. Nous, on n'est pas là pour former des experts techniques, on est là pour former des experts du domaine. Le but, c'est de vous apprendre à faire, c'est pas de vous apprendre à faire. Voilà, on va être clair. Donc, en gros, on n'est pas là pour former des bac plus 2 ou des licences, on est là vraiment pour former des chefs, donc des responsables de service, des responsables de haut niveau, et on va vous donner tous les outils nécessaires pour arriver à ça.
Ok, merci beaucoup Sébastien. Alors pour finir, on va donner un certain nombre d'informations pratiques et je vais laisser la parole à Céline qui va vous donner quelques infos sur comment candidater et où trouver l'information. Céline? Alors, donc pour nous rejoindre, sachez déjà que les candidatures pour la rentrée prochaine qui aura lieu donc en septembre, généralement c'est la deuxième semaine de septembre, les candidatures sont ouvertes. Donc vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer votre dossier de candidature qui doit donc comprendre le dossier administratif rempli, ainsi que toutes les pièces jointes qui sont listées ici. Ensuite, nous allons procéder à ce qu'on appelle l'oral de recrutement. Il y a plusieurs sessions qui sont prévues en distanciel entre janvier et juillet. Et notre premier jury aura lieu ce vendredi 23 février 2024, donc dans un mois exactement. Donc vous avez le temps de nous envoyer vos dossiers si vous êtes intéressés. Quoi vous dire d'autre? Pour les personnes, les étudiants étrangers, il faut passer d'abord par Campus France pour faciliter votre obtention de visa. Et puis ensuite, je peux vous dire aussi, c'est important de le savoir, le coût de la formation pour un étudiant est de 10 000 euros pour l'année. Voilà. Ok. Vous avez ici un petit QR code si vous voulez directement télécharger le dossier de candidature. Alors, je te redonne la parole, Céline. Donc pour la partie administrative, vous l'avez compris, vous pouvez directement me contacter. Ou Monsieur Jean-Marie Rossi, qui est aussi dans l'équipe côté central. Et puis pour la partie pédagogie, vous avez le contact là du commandant Alain ou du professeur Caroline Fossati qui peut répondre à des questions de contenu. Hein, si vous avez vraiment des questions de contenu ou d'orientation, pour être sûr que votre CV passera, je dirais, déjà le premier filtre pour aller à l'entretien oral. Voilà. Ok. Alors, juste pour dire que toutes ces informations, vous pouvez les retrouver à divers endroits. Vous pouvez télécharger la brochure du master sur le site de Centrale Méditerranée, mais également sur le site de l'École de l'air et de l'espace. Très bientôt, vous pourrez revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'École centrale. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter aux adresses mail que vous voyez en bas à droite. Alors, la première adresse plutôt pour les candidats civils côté Centrale Méditerranée et la deuxième adresse pour les candidats militaires côté École de l'air et de l'espace. Et bien sûr, on vous engage à nous suivre sur le LinkedIn Centrale Méditerranée Executive Education, dans lequel nous publions régulièrement des événements sur le master, sur sa vie, sur les différents projets que mènent les élèves, les missions qu'ils réalisent, etc. Vous pourrez trouver plein d'informations actualisées régulièrement. Voilà. Donc, nous vous remercions pour votre attention et nous allons commencer, si vous le voulez bien, la phase de questions-réponses. Alors, je vais arrêter le partage. Vous voyez ici la photo de la promo 2022. Je reprends la main. Et donc, j'ai reçu un certain nombre de questions que je vais pouvoir relayer à mes collègues qui sont présents. Alors, est-ce que cette formation est ouverte, alors peut-être pour Céline, ça, est-ce que cette formation est ouverte à un bac plus 3? Ouais, je vais répondre. Ah, ou Sébastien, oui, alors si te parle, s'il Ouais, te plaît. je vais répondre. Alors oui, sous conditions. Alors, quelles sont les conditions? En fait, l'accès au master spécialisé avec une licence, il est possible sous dérogation, ce qui veut dire que sur une promo de 20, donc en fait, la promo 20, c'est le maximum qu'on peut accueillir chaque année, c'est 20 élèves. Parmi ces 20 élèves, il peut y avoir que deux licences. Et pour pouvoir postuler en tant que licence, il faut au moins 3 ans d'ancienneté dans le domaine des SIC avec une licence. Voilà. Après, donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez envoyer votre CV et on étudiera votre cas, il n'y a pas de problème. J'avais Ok. vu une autre question à laquelle je peux répondre dans la foulée. C'était la suivante, je crois. Et celle-là, tu la vois? Besoin d'un diplôme d'ingénieur du groupe ESIM. Alors, si vous avez un diplôme d'ingénieur, quel qu'il soit, vous pouvez postuler. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout du domaine informatique, si vous n'avez pas les prérequis, enfin les bases de l'informatique, ça va être très compliqué pour vous et je ne vous cache pas que s'il y en a d'autres
des bases de l'informatique qui seront prioritaires par rapport à vous. Ouais, alors Sébastien, visiblement, c'est l'étudiant enfin l'étudiant, pardon, l'ancien étudiant qui a posé la question. Euh, il a eu un parcours pendant des années dans l'informatique, puis ensuite une évolution vers le commercial. Donc, je pense qu'il doit avoir une base informatique. Bon, à vérifier, mais en tout cas, voilà, il a eu des années professionnelles dans le domaine de l'informatique. Donc, c'est un dossier qu'on peut étudier et puis qu'on regardera. Ouais, non, mais tout à fait. De toute façon, tous les dossiers qui sont déposés seront étudiés. Maintenant, c'est vrai que pour venir, il faut quand même avoir des bases, des notions, en tout cas d'administration système, de réseau. On ne demande pas d'avoir un gros niveau, mais au moins de connaître, de savoir ce que c'est des protocoles, savoir ce que c'est qu'un RSIP, c'est quoi un routage, voilà, c'est quoi un Linux, voilà. Alors, Sébastien, dans le prolongement de cette question, moi, j'en ai une que j'avais notée. Quels prérequis sont-ils nécessaires? Bon, tu l'as un peu dit. Et finalement, moi, je prolonge un peu. Est-ce que quelqu'un qui viendrait d'une école d'ingénieur ou d'un master, par exemple, en mathématiques appliquées, choses comme ça, pas forcément pure informatique, pourrait postuler? Alors, oui, il peut postuler, mais comme je dis, il faut qu'il ait des compétences de base. S'il les a acquises à titre personnel, parce que voilà, c'est un domaine qui lui plaît, ça nous va. Après, si la marche, si quelqu'un qui vient, qui n'a jamais fait d'informatique, la marche sera trop haute. Ok. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas là pour faire la technique, même si on en fait. Dans tous les domaines, j'ai vu qu'il y a une question qui était comme ça, c'est pour ça que j'y réponds en même temps. Dans tous les domaines qu'on aborde, on fait de la technique. Mais après, il faut bien comprendre que pour devenir un expert de la réponse à un incident, par exemple, il faudrait faire la technique pendant un an, faire que ça pendant un an. Et ici, c'est pas le but. Donc, en fait, quand vous arrivez ici, nous, on va considérer que cet aspect technique, vous l'avez déjà acquis avant. Et du coup, là, on essaie d'aller plus loin et de vous allez avoir, de regarder, en fait, de prendre de la hauteur et de voir les choses dans son ensemble. Donc, si vous y arrivez et que ce prérequis technique, vous ne l'avez pas, forcément, ça va être très compliqué pour vous. On ne va pas se cacher. C'est pas impossible. Même si en début d'année, il y a quelques heures de remise à niveau dans certains domaines, il faut arriver avec une base, quoi. Ouais, mais il faut bien comprendre que remise à niveau, c'est que des rappels, en fait. On ne va pas Ça. compenser 3 ans de formation technique en 30 heures. Voilà. C'est pas vrai. Alors après, on ne demande pas un niveau de technique de fou. On demande juste de comprendre de quoi on parle. Voilà. Ok. Alors, je vais compléter parce que, et je réponds du coup à la question à quel point rentre-t-on dans la technique. Il faut voir qu'en fait, cette réponse, ça peut que être subjective parce que ça dépend effectivement où est-ce qu'on met, où est-ce qu'on met le seuil. Si on veut comprendre ce que l'on fait, il y a forcément de la technique. Et ça veut dire que les prérequis, normalement acquis au travers d'un cursus doivent être un minimum pour quand même faire de la technique. Je veux bien que quand on fait de l'analyse du risque ou quand on monte un SOC, on va pas simplement appuyer sur un bouton. Donc, il y a vraiment les mains dans le cambouis et on va comprendre ce que l'on fait. Mais l'objectif, et là je rejoins ce qui a été dit, on n'est pas là, par exemple pour la formation SOC, on n'est pas là pour vous apprendre à monter un SOC. Par contre, il va falloir le faire. Mais il va falloir le faire avec déjà des prérequis et des bases. On aura un cours de rétro-ingénierie. Effectivement, il y a des bases à avoir, par exemple, sur un système d'information, sur une architecture système. Donc oui, on met les mains dans le cambouis, oui, il y a de la technique, mais ce n'est pas focus dessus parce que la technique, en tout cas, on estime que c'est un socle essentiel pour pouvoir monter au-dessus. Donc notamment si on veut faire du management ou si on veut gérer une équipe, il faut savoir faire de la technique et comprendre de quoi on parle. Ok, merci, Alain. J'ai une autre question là qui est là. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Pouvez-vous me dire si la formation est disponible en alternance, 6 mois cours, 6 mois en entreprise, aucun changement d'organisationnel, si le candidat a déjà une entreprise d'accueil dans ce cadre-là? Céline veut Bah, répondre. Alors, Ouais. oui, en fait, il va suivre les 6 mois et puis ensuite il retournera dans son entreprise pour faire sa thèse professionnelle. Ça peut fonctionner sans Donc, ce n'est pas problème. alors, c'est pas ouais. une alternance à proprement parler, mais on a le C'est cas ça. cette année, je crois, de quelqu'un qui est dans ce cas-là, quoi. Oui, Ouais. Alors, je mettrai juste un bémol. Alors, oui, c'est tout à fait possible. Par contre, il ne pourra pas retourner dans son entreprise au poste où il était si ce n'est pas un poste cyber. C'est-à-dire que oui, Oui, il bien peut sûr, retourner dans son entreprise. Par contre, il faut impérativement que ce soit un stage qui soit dans le domaine de la cyber avec une tout à thèse qui fait, est en adéquation avec la formation. tout à tout à fait. fait. Euh, alors, bon, alors, le temps que je regarde les autres, parce que j'en ai noté, euh, pouvez-vous donner un exemple de projet réalisé dans le cadre du cursus, les fameux projets de 80 heures? Est-ce qu'il y a un exemple ou deux que vous pouvez, pour illustrer un petit peu le type de projet que font les étudiants? Dans le projet de cette année, c'est ce que j'ai illustré, hein, donc je vais, à défaut de répéter, je vais essayer de compléter, hein.
En fait, on a un scénario qui est contextualisé avec une entreprise qui a un besoin assez simple, hein, c'est qu'elle a une infrastructure qui est vieillissante, qui est comme beaucoup d'ailleurs d'entreprises avec des non spécialistes en informatique et qui doit faire face aux enjeux de la cyber. Donc, c'est une compréhension de la cartographie actuelle, de la matrice des flux, les équipements actifs et mettre en place du coup un bon filtrage, mettre en place des équipements actifs qui sont sérieux. Et ça peut aller jusqu'à un contrat avec un MSSP si jamais effectivement on veut mettre sous supervision. Ça peut être une étude effectivement et un benchmark de différentes solutions. Bon, on va assez loin et en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on n'a pas de limitation. On donne un cadre, on donne un budget, on donne des contraintes et on a par exemple cette année des profils où ils sont très très loin, où ils sont même jusqu'à la configuration de certains des équipements actifs avec une prise en compte de SSO, avec une prise en compte intéressante et d'autres un petit peu moins. En fait, l'idée étant de pouvoir voir dans quelle mesure ils répondent à un besoin en tant que chef avec cette approche-là. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question, n'hésitez pas à la reformuler dans le chat Oui, si oui. c'est bon, je Alors, sais pas si. j'ai une autre question pour les spécialistes, Alain ou Sébastien. La formation, alors, je sais pas si vous voyez mon chat ou pas. Non, Oui, très bien. ah, voilà. La formation aborde l'aspect défensif, tourné vers le SOC, Blue Team entre parenthèses. Est-ce que la formation abordera le côté offensif, côté Red Team? Est-ce que ça parle à quelqu'un, cette question? Alors, je vois pas la question, je vais pouvoir y répondre, mais je la vois pas, du coup, il faudra que je la relise dans son Alors, intégralité. je la reformule, hein. La Oui, formation aborde l'aspect défensif, tourné oui, vers le SOC, entre parenthèses, Blue Team. Est-ce oui. que la formation abordera le côté offensif, entre parenthèses, côté Red Team? Alors, ouais, je vais répondre. Alors, la réponse est non. On aborde très rapidement le côté offensif au travers de certains TP, mais plus pour illustrer en fait c'est quoi une attaque, comment ça marche pour en fait mieux se défendre. Après, on rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ici, on n'est pas là pour faire des super techniciens. Si vous voulez faire pen tester, c'est pas la bonne formation. Voilà, clairement. Ok. Alors, je vais regrouper deux questions. Il y a des gens qui, en fait, souhaiteraient savoir si on peut former les gens avant l'EMS pour se préparer au MS. Donc, en gros, est-ce qu'on propose des choses à des gens qui sont bac+2 ou bac+3 afin de les préparer? Et je regroupe ça avec une question. Dans le cas d'un BUT informatique dont la spécialisation en cyber ne commence qu'en deuxième année, est-ce que ce bachelor est toujours admissible? Donc, quelqu'un qui aurait fait un BUT mais d'info, hein, si je comprends bien, avec une spécialité cyber à partir de la deuxième année, est-ce qu'il a un background bon, j'ai envie de répondre, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, Sébastien. Il lui faut quand même, si c'est un bac+3, il lui faut un certain nombre d'années d'expérience dans le domaine, quoi, hein. Il faut qu'il ait travaillé 3 ans d'entreprise. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, les écoles forment euh, des, enfin, délivrent des diplômes de type bac+2 ou bac+3 afin de préparer les élèves au MS? Alors, pas chez nous à Centrale, je ne sais pas côté école de l'air, je pense pas non plus. Ouais, alors, juste, je vais essayer de donner le parcours typique en fait que nous on attend pour venir chez nous. Le parcours typique, c'est quelqu'un qui sort d'un bac+5 en informatique. Voilà. Et qui veut se spécialiser en cybersécurité. Ça, c'est le parcours classique, en fait, de ce que nous, on attend. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est là pour former la technique, parce que toute cette partie technique, normalement, il l'a déjà faite dans son bac+5. Alors après, je pense qu'il y a quelqu'un qui est diplômé d'une école généraliste avec une spécialité en informatique, comme on peut en trouver dans les écoles centrales ou à l'ENSIMAG ou des choses comme ça. C'est des gens qui ont un background qui est solide aussi, hein. Alors, Non, mais c'est ça, enfin, c'est ça, c'est l'idée, ouais, c'est l'idée. voilà. Alors, une question, ben, vous connaissez la réponse, mais je la formule. Bonsoir, module électif défense. Peut-on demander une habilitation confidentielle défense? Alors, là aussi, je peux répondre assez facilement. Tous ceux qui demandent le module. Alors, en fait, quand vous allez arriver, dès le début, on va vous demander quelle équipe vous allez choisir. C'est pas anodin, c'est parce que c'est justement c'est lié à l'habilitation. Donc, tous ceux qui veulent faire l'électif défense, on demandera l'habilitation dès votre arrivée. C'est assez long et on va pas se voiler, voilà, c'est soumis à avoir une nationalité française. Tous ceux qui sont de double nationalité ou qui ont une nationalité étrangère ne pourront pas faire l'électif défense. Ok, merci Sébastien. Alors, une autre question de Thomas. Pour devenir expert cyber Threat Intelligence, CERT, CERT, vous ne recommanderiez pas votre formation, entre parenthèses, seulement côté responsable. Je ne sais pas si tu vois la question, Alors, Sébastien. moi, je la vois tout à fait. Moi, je vais répondre
clairement, je vais répondre non parce que, alors, c'est vu. Il y a énormément de choses qui sont vues. On voit par exemple l'OSINT, on voit le CTI dans son ensemble. En fait, toute la notion euh, d'information, toutes les notions de données, toute la notion de traitement et de pertinence. Mais en fait, au-delà de quelques cours qui abordent ce sujet-là, c'est pas une thématique à proprement parler qui est au travers du master spécialisé. Euh, donc du coup, si vraiment c'est un centre enfin c'est comment dire, un centre d'intérêt et une vision, même métier qui est visé, on n'y répondra pas suffisamment voilà, on n'y répondra pas suffisamment. Merci Alain. Une question peut-être pour Céline. Je vais juste te préciser une Oui, vas-y, chose. pardon. En fait, ça complète un peu la réponse d'Alain et ça va peut-être répondre à d'autres questions qui vont arriver dans la foulée. Concrètement, aujourd'hui, si vous avez une vision très précise de quel métier vous voulez et que vous voulez devenir un expert de ce domaine-là très précis, c'est pas la bonne formation. Voilà. Nous, on est plutôt sur une formation cyber qui couvre avec assez généraliste. Vous serez des experts de la cyber dans le domaine de l'industrie et de la défense, mais vous ne serez pas expert CTI, vous ne serez pas expert OSINT, vous ne serez pas expert réponse à incident. En fait, je pourrais dire qu'on forme des managers scientifiques de haut niveau en capacité justement d'être chef et de diriger des équipes, quoi, plutôt que C'est voilà, exactement de ça. diriger des Après, exploitants. les formations existantes qui sont spécialisées en CTI, en sortant, vous ne serez pas forcément expert CTI non plus. Après, c'est l'expérience qui fait qu'on devient expert. C'est pas tellement la formation de base qu'on a. Alors, une question très technique, très pratique, c'est toujours sur l'élective défense. Y a-t-il un âge limite pour l'élective défense? Non, il n'y a pas d'âge limite. Ok. Ok, très bien, merci. Et alors, j'avais une question peut-être pour Céline de Sofiane. Peut-on trouver une société, faire la formation en alternance pour une prise en charge des frais par l'entreprise? Eh ben, si l'entreprise, pour l'instant, on ne fait pas de l'alternance au sens alternance comme on l'entend, mais si l'entreprise accepte de ne pas vous voir, entre guillemets, pendant 6 mois, mais qu'elle vous récupère après sur une thèse professionnelle, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Ok. Alors, si ça n'a pas fonctionné, précisez bien à l'entreprise que pour le moment, on n'est pas encore RNCP. On va le devenir, mais on ne l'est pas encore. Donc, le financement, il n'est pas ouvert au CPF. Et, si l'entreprise vous finance tout de même, ce n'est pas les mêmes tarifs pour l'entreprise. Donc, il faudra revenir vers nous pour avoir les bons tarifs dans ce cas précis. Alors, il y a une question de Sofiane. Alors, peut-être Sofiane est arrivé, n'était pas là au début du webinaire, parce qu'il demande quelles sont les matières enseignées. Au juste, mais les matières enseignées ont été décrites par Alain. En fait, elle couvre, il y a marqué cybersécurité dans l'intitulé du diplôme, donc ça comprend aussi bien la cyberdéfense que la cyber-résilience, cyberprotection, et donc en fait, on couvre ces domaines-là. Donc on a toute la culture du SOC, stratégie de détection, la réponse à incident, l'investigation numérique, on a le rétro-ingénierie. En cyberprotection, on a tout ce qui est audit. Donc audit offensif, on n'en fait pas tel que ça a été expliqué, hein. Mais on a les analyses de risque, notamment avec la méthode EBIO-CRM. En cyber-résilience, on a la partie PCA-PRA, la partie la PCRI, ou pourquoi pas aussi, le BIA. Enfin, on a tous ces éléments-là permettant de pouvoir répondre aux enjeux de l'entreprise. Donc, je ne peux pas donner une liste comme ça exhaustive, hein. C'est pour vous dire qu'on couvre les Ouais, bien trois sûr. domaines en tout cas, les trois domaines cités de la cybersécurité. Je ne sais pas si ça répond à votre question, il ne faut pas hésiter. Ouais. Oui, visiblement oui. Visiblement oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On n'est pas très loin de la fin du webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais Euh, juste rajouter un point par rapport à ce qu'a dit Alain. Si parmi vous, il y en a qui ont besoin ou qui souhaitent vraiment avoir un programme détaillé de chaque formation, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire, on leur fera parvenir. voilà, ben, ça va un peu dans le sens de la question qui est posée, Sébastien, juste maintenant. Quelqu'un qui dit, est-ce que vous pouvez résumer les compétences techniques nécessaires pour être éligible à la formation? Ben, peut-être ce que je préconise, c'est que vous rentrez en contact avec nous par mail. Et Mm. puis peut-être on vous propose une petite liste des prérequis nécessaires en Oui, essayant voilà, le faut plus pas possible possible. hésiter. On vous proposera les prérequis nécessaires. On vous proposera aussi des formations courtes que vous pouvez faire pendant l'été pour faire une pré-remise à niveau, on va dire, avant d'arriver. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter.
Et je mettrai juste un dernier point. Il faut bien prendre en considération en fait qu'on est sur l'industriel. Et donc ça veut dire qu'on a quand même, même si on fait de l'IT, on a quand même du coup un scope qui est plus réduit. Et lorsqu'on parle de CERT, ben forcément la partie connaissance ou partie intelligence, si on veut, euh, en termes d'industriel, est plus réduite aussi. Pareil pour la partie réponse à incidence sur industriel. Donc on a vraiment ce scope qui est assez unique, mais qui réduit de manière drastique forcément aussi les approches qu'on connaît de manière traditionnelle. Merci Et, Alain. Alors, peut-être ouais, la dernière. Ah, pardon, excuse-moi, vas-y, Sébastien. ouais, je suis désolé. Je vais juste vous redonner un dernier point, peut-être pour conclure pour ma part en tout cas. Gardez à l'esprit que cette formation, elle est quasiment unique en France. En tout cas, elle est unique dans le sud de la France. Voilà. Alors, il y avait une dernière question, je sais pas si vous la voyez tout en bas de l'onglet discussion. Alors, si je comprends bien, hein, peut-on faire sa thèse professionnelle en lien avec la technique afin de combler cela? C'est-à-dire que, si je comprends bien, est-ce que lors Alors, du... Ah, je vais répondre, oui, tout à fait, c'est même fortement conseillé. Alors, pas parce d'accord. que ça va combler le côté technique, mais c'est parce que c'est pas un stage d'entreprise que vous faites vraiment, c'est vraiment une thèse professionnelle. Donc, à la fin, on va pas attendre de vous un rendu du style lundi j'ai fait ça, mardi j'ai fait ça. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est vraiment que vous répondiez à une problématique et que vous abordiez pardon, cette problématique avec un aspect scientifique. Donc, tout ce que vous avancez dans votre thèse, il faut le démontrer. Et pour le démontrer, il faut de la technique. Oui, ça veut Ok. dire qu'il peut y avoir des tests qui sont à 80% techniques, même techniques bien avancées. Donc, enfin, voilà, faut vraiment pas comprendre que le master spécialisé s'oriente autour de gouvernance et de rapport. On a deux thèses l'année dernière qui étaient notamment enfin, sur le thème de l'IA. C'était quand même relativement bien avancé, hein. Donc, avec un aspect scientifique, donc un état de l'art, une critique de l'état de l'art, avec, voilà, avec un démonstrateur, avec une approche scientifique, en tout cas permettant de valider ces tests. Donc, on a eu quelque chose qui est vraiment technique. Voilà, pour vous donner des exemples de tests techniques qu'on a eu, on a eu des tests on en a aussi d'ailleurs pour cette année, de génération automatique de règles de détection, mais on a aussi eu des tests de génération automatique d'environnement d'attaque dans le cloud. On a eu des tests, voilà, il y a eu plein de choses très techniques qui sont très bien passées quand même. Ok, alors je vois qu'il est 19h30. Je vous propose de clôturer ce webinaire s'il n'y a plus de questions. Avant de clôturer, ben, je voudrais d'abord remercier tous les interlocuteurs, le commandant Alain, capitaine Sébastien, Yann, Céline, pour leur participation. Merci à tous ceux qui étaient présents pour l'ensemble de ces questions. N'hésitez pas à revenir vers nous, soit côté central, soit côté école de l'air, indifféremment. Nous répondrons à toutes vos questions. Et n'oubliez pas la prochaine date des oraux de recrutement. Céline, tu peux me rappeler? Le 23 février. Voilà, vendredi 23 février. Et bien sûr, ça se passera en distanciel pour permettre à tous ceux qui sont éloignés du sud de la France de pouvoir passer les oraux. S'il n'y a plus de questions, merci à tous. On vous souhaite une excellente soirée. Et puis, de toute façon, restez à l'écoute de nos écoles. Il y a toujours des événements qui se profilent au cours de l'année autour de ce master. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Voilà. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir à tous.